Inutile de vous dire que les réseaux sociaux, c'est un sujet qui est à la mode, même que dans les journaux, ils en parlent pratiquement tous les jours maintenant. Ça, c'est ce qui est... Deux articles sont parus dans le journal Le Devoir hier. Donc, il y en a un qui ça concerne le compte Twitter de CENTCOM, qui est le centre de commandement du Moyen-Orient de l'armée américaine, qui a été piraté par un groupe prétendument État islamique, là. Donc, c'est quelque chose qui a fait la une, donc ils ont fermé le compte, etc. Il y a un autre article aussi assez intéressant qui est paru, qui concerne le ministre Barrette, qui semble choisir Twitter comme moyen d'interagir avec les médecins. C'est pour vous dire que c'est dans l'actualité à tous les jours. Et même aujourd'hui, il y a eu un autre article dans le Journal Le Soleil, cette fois-là, concernant PKP, Pierre-Carl Pellado, qui semble affectionner plus particulièrement Facebook pour émettre ses idées, changer ses états d'âme et échanger avec le groupe. Et là, cette fois-là, M. Pellado a fait, sans doute involontairement, une fuite d'informations personnelles, du moins apparemment, là, concernant le premier ministre, M. Couillard. Il aurait diffusé sur sa page Facebook sa fiche du Collège des médecins. Mais apparemment, cette fiche-là serait disponible quand même de façon publique. Mais sur la fiche, on retrouve l'adresse personnelle de M. Couillard, son numéro de téléphone personnel, ainsi que son adresse de courriel personnel. Donc, vous imaginez très bien que le bureau du premier ministre a fait un appel téléphonique pour lui demander de retirer l'information. Mais c'est juste pour vous montrer que les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est incontournable. Ça fait partie de la vie de tous les jours maintenant. Il y a énormément d'interactions sociales qui se produisent par les réseaux sociaux. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est là pour rester. Et ça va être très difficile de prévoir à quoi ça va ressembler dans l'avenir. On n'a rien vu jusqu'à maintenant, là. Puis c'est ce que je vais tenter de vous montrer. Je tiens à vous dire que je ne tiens pas à vous faire peur. Au contraire, je crois qu'il faut être informé pour être capable de maîtriser la bête. Donc, de quoi qu'on va parler? On va parler de quelques éléments de contexte. Je vais vous présenter un modèle de risque pour les réseaux sociaux. On va faire l'étude de quelques cas. Je vais m'intéresser plus particulièrement à Twitter parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est celui que j'utilise le plus et que je trouve le plus intéressant comme possibilité, malgré sa relative simplicité. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour la maîtrise des risques en ce qui concerne les réseaux sociaux? Une définition des réseaux sociaux, il y en existe plusieurs. Ça, ce n'est une que j'ai concoctée à partir de celles qui me semblaient les plus pertinentes et intéressantes. Essentiellement, un réseau social, c'est un ensemble d'identités virtuelles associées à des individus. Mais encore là, il faudrait que je l'améliore parce que ça peut être associé aussi à des objets intelligents ou à de l'intelligence logicielle à quelque part. Donc, ce n'est pas forcément uniquement des individus, contrairement à ce que j'ai écrit, ou à des organisations, évidemment, liées entre elles par des liens créés lors d'interactions dans l'Internet. Les catalyseurs, qu'est-ce qui fait que les réseaux sociaux ont pris telle ampleur? C'est grâce principalement à des technologies, parce que sans technologie, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de réseaux sociaux dans la manière qu'on en parle en ce moment, c'est-à-dire grâce à Internet. Donc, c'est le Web 2.0 et la mobilité surtout. La mobilité a joué un rôle très important pour propulser les réseaux sociaux à l'amplitude qu'on connaît aujourd'hui. Puis c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a encore rien vu. Ensuite, il y a le Web 3.0 qui se profile à l'horizon. Donc, il y a plusieurs définitions du Web 3.0, mais essentiellement, celle qui nous intéresse présentement, c'est donner un sens à l'énorme volume de données apparemment désorganisées. Donc, ce qu'on parle de big data, métadonnées, le web sémantique, etc., etc., etc. Bon, pourquoi les réseaux sociaux sont populaires? C'est que, essentiellement, l'homme est un animal social. On aime ça interagir, on aime ça faire des échanges. Puis de plus, la nouvelle génération Y et toutes celles qui s'en viennent, ont intégré le numérique dans leur mode de vie. Pour ceux qui ne connaissent pas les réseaux sociaux, ici, j'ai fait une page qui résume de manière simple les principaux réseaux sociaux qui existent au moment où on se parle, du moins en Occident. Il y a Facebook. Facebook, c'est un fourre-tout, c'est une auberge espagnole, on retrouve absolument n'importe quoi là-dedans. Puis ce qu'ils veulent, c'est devenir, ceux qui se souviennent d'un certain âge, qui ont des cheveux gris, ou qui ont moins de cheveux, le AOL, American Online. American Online, c'est un portail, puis eux, ce qu'ils voulaient, c'est quand vous passez par American Online, vous n'en sortiez plus. Tout était là, c'était l'univers American Online. Facebook, ils veulent faire la même chose. Facebook veut devenir l'Internet, Facebook veut devenir le moyen de communiquer, Facebook veut tout. Il veut même vos données, puis à un moment donné, ils vont peut-être même vouloir votre corps. Twitter, lui, c'est le SMS du web.
Donc, c'est comme on peut le comparer au SMS du téléphone qu'on connaît aujourd'hui, c'est envoyer des courts messages. Sauf que dans ce cas-ci, au lieu d'être de personne à personne, de point à point, ben, c'est de personne à une multitude. Donc, un paquet d'interactions qui se fait. Mais c'est résumé grossièrement. Snapchat, c'est photo cookie et privé. Mais attention, c'est pas tout à fait vrai que les photos sont privées. Donc, c'est surtout populaire chez les jeunes. Donc, je ne suis pas concerné par Snapchat. Mais mon ado, par exemple, lui, je soupçonne qu'il fait beaucoup de choses sur Snapchat. Il reçoit beaucoup de choses aussi sur Snapchat. Ça concerne essentiellement à prendre une photo puis l'envoyer à nos contacts. Puis la photo a vie un temps X, donc c'est quelques minutes ou quelques heures, puis supposément elle disparaît. Donc il y a plusieurs personnes qui l'utilisent pour envoyer des photos de choses intimes en s'imaginant qu'elles vont rester intimes. C'est pas tout à fait vrai. Google+, bon, ça c'est une tentative de Google d'envahir le monde des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est en phase terminale, donc c'est zombie, c'est carrément plate. Puis j'ai jamais compris comment ça marchait de toute façon, cette affaire-là. Ensuite, il y a Instagram et Vine. Ça, c'est très intéressant, par exemple, Instagram et Vine. C'est essentiellement du réseau social, mais très orienté vidéo. C'est des très courtes vidéos. Vine, c'est quelque chose comme 10 secondes. Puis Instagram, c'est 15 secondes, si ma mémoire est bonne. Donc, ça permet de prendre des courtes vidéos puis de les diffuser. Puis on peut les intégrer dans des pages web, etc. On va en parler un petit peu plus loin de ça. Il y a LinkedIn. Bon, vous connaissez probablement, donc c'est le Facebook du business. Il y a YouTube aussi, on pourrait dire que c'est la nouvelle télé, puis il y a toute une interaction sociale qui serait avec YouTube. Et il y a tous les autres là, qui surgissent. Là. Il y a Pinterest, Tumblr, WhatsApp, et tout ça, puis il y en a encore d'autres qui s'en viennent. On va le voir tout à l'heure, d'ailleurs, il y a une belle diapo à ce sujet-là. Mais ça, c'est les principaux, donc vous êtes capable de vous retrouver un petit peu si vous ne connaissez pas les réseaux sociaux. Celle-ci, ça, c'est une diapo intéressante, mais je ne rentrerai pas forcément dans le détail parce qu'elle est quand même assez dense. Mais ce que ça fait, c'est que ça présente un panorama. Donc, ce que vous retrouvez à votre gauche, c'est, quand je parlais tout à l'heure de la mobilité, c'est ça qui a propulsé les réseaux sociaux. Bon, on a essentiellement le iPhone et Google Android, là, qui sont les deux principales plateformes de mobilité. Donc, puis les réseaux sociaux, les clients, les logiciels roulent sur ces plateformes-là. Donc, ça permet de les utiliser peu importe l'endroit où on se trouve. Donc, ça peut être dans l'automobile, quand on se couche le soir, même quand on va au cabinet d'aisance. D'ailleurs, je soupçonne qu'il y a beaucoup de trafic qui se passe là-dedans. Et ça permet d'exploiter les réseaux sociaux. Puis il y a différentes fonctionnalités qu'on peut faire exploiter grâce aux réseaux sociaux. Donc, la gestion de la santé personnelle, donc ça, c'est le prochain buzz qui est lié aux réseaux sociaux. Donc, quand on fait l'exercice, notre état de santé, le rythme cardiaque, le taux de glycémie, tout ça. Donc, de plus en plus, on va vouloir connecter les réseaux sociaux au niveau de la santé. Donc, Apple met beaucoup d'énergie là-dedans. Il y a Android, notamment Google, pour ne pas le nommer, là, qui veulent aussi s'investir là-dedans. Il y a des marchés niches, donc LinkedIn en est un. Il y a de l'agrégation. Qu'est-ce que l'agrégation? Mais c'est de combiner plusieurs choses ensemble puis de les présenter. Facebook est très fort là-dessus. Donc, on va chercher des images d'Instagram, Vines, même des fils Twitter, quoique ça ne fonctionne pas très bien, puis on présente ça dans une page. Les actualités. Donc, comme je disais tout à l'heure, Facebook veut être tout. Ben, ils font tout pour le faire en faisant de l'agrégation. La mobilité, on en a parlé tout à l'heure. Les services de messagerie, donc WhatsApp est un service de messagerie qui est très connu à ce niveau-là. Quoique les autres réseaux sociaux permettent aussi de faire de la messagerie. Ça, à un moment donné, tout ça se combine ensemble. Il y a l'Internet des objets, le IoT. Avec la santé, le IoT, l'Internet des objets, est le prochain buzz concernant les réseaux sociaux. Votre thermostat va vous tweeter qui se met à chauffer la maison, que la température est à tel niveau. Votre frigidaire, à un moment donné, va vous tweeter aussi pour vous dire qu'il vous manque du lait. Là. Donc, il n'y aura pas de limite là, à ce niveau-là. Il y a l'aspect visuel, donc avec Vine, Instagram et tout ça. La géolocalisation, le paiement mobile. Donc, encore là, Apple et Google ont mis énormément d'efforts là-dessus. iPhone avec le Apple Pay, qui est un portefeuille virtuel qui va être lié à votre téléphone, qui va être lié au réseau social, qui va dire à tout le monde que vous avez dépensé 50 $ dans un restaurant de sushi à Québec, ce genre de choses-là. Les services cloud, ça on le voit un peu moins, mais les réseaux sociaux sont très impliqués là-dedans. Par exemple,
avec Facebook, Twitter, LinkedIn, c'est possible de s'en servir comme service d'authentification. Donc, c'est un service qu'un réseau social vous offre. Donc, vous pouvez intégrer dans vos applications la possibilité d'accepter une entité, un individu, qui s'est préalablement authentifié dans un réseau social. Évidemment, vous avez le choix de l'accepter complètement ou de demander une information supplémentaire pour faire une autre authentification, mais c'est des services qui existent en ce moment, là, qui sont disponibles à tous, qui sont la plupart du temps gratuits. Puis ça a un avantage aussi pour le fournisseur du réseau social. Et le microblogging, ce que c'est essentiellement, c'est la possibilité d'émettre de l'information à travers une plateforme de réseau social. Moi, j'utilise beaucoup le microblogging de Twitter à travers LinkedIn. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire avec les réseaux sociaux. Quelques statistiques, donc pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène. Présentement, sur la planète Terre, on est 7,2 milliards d'individus. Donc, vous comprenez, bon, ça varie un peu parce qu'il y en a plusieurs qui meurent, il y en a plusieurs qui naissent. C'est en 2014. La population d'Internet est présentement estimée à 3 milliards d'individus, donc c'est un petit peu moins que la moitié. Et là-dessus, il y aurait à peu près 2 milliards d'individus actifs dans les médias sociaux. Mais c'est des chiffres qui progressent très rapidement. Parmi les 7,2 milliards, il y en aurait 3,6 qui seraient des utilisateurs de téléphones mobiles intelligents. Et parmi ceux-ci, il y en aurait 1,6 qui seraient en plus des utilisateurs de réseaux sociaux. Donc, on parle de gros chiffres, là, donc c'est pas quelque chose qui est marginal, et c'est à travers le globe, donc autant l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, le monde occidental. Donc, pour cette diapositive-là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, bon, les réseaux sociaux que je vous ai nommés jusqu'à maintenant, c'est des réseaux sociaux qu'on pourrait qualifier d'occidentaux. Donc, on parle de WhatsApp, Snapchat, Instagram, LinkedIn et tout ça. Et ceux que vous avez, c'est le drapeau de la Chine là, qui est rouge, là, qui pointe sur certains autres réseaux sociaux qu'on entend un peu moins parler ici, mais qui sont très, très populaires parce que vous savez que les Chinois c'est un pays qui est très peuplé puis qui ils s'étendent beaucoup. Donc, il y a d'autres réseaux sociaux qui sont en progression en ce moment. Il y a WeChat, Sina Weibo, Renren, Qzone et QQ. Donc, c'est des réseaux sociaux comme dans le cas de QQ, qui est une messagerie instantanée. Ils sont pas loin du milliard d'utilisateurs à ce moment-là. Puis, un utilisateur peut utiliser évidemment plus qu'un réseau social. Donc, ce qu'on voit là-dedans, c'est que quelqu'un peut être sur 3-4 réseaux sociaux en même temps. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, c'est uniquement pour vous mentionner qu'il y a présentement une vague qui s'en vient, qui est une vague chinoise, manufacturée, tout ça, mais elle s'en vient aussi au niveau des réseaux sociaux, puis des technologies des réseaux sociaux et tout ça. Donc, on n'a encore rien vu à ce niveau-là. Là, on risque d'avoir de curieuses surprises. C'est assez intéressant. Quels sont les enjeux des réseaux sociaux? Évidemment, il y en a plusieurs. Au niveau de l'individu, ce qui est probablement le plus préoccupant, il y a ce qu'on appelle la marchandisation de la vie privée. C'est-à-dire que la plupart des réseaux sociaux sont gratuits, mais il y a un prix à payer pour ça. Et le prix, c'est vos informations personnelles. Donc, c'est pour vous diffuser de la publicité. Donc, il dresse un profil de votre comportement, ce que vous êtes, ce que vous regardez, puis il tente de profiler la publicité qui est adaptée pour plus vendre et faire payer les fournisseurs et ceux qui ont des trucs à vendre là-dessus. Donc, habituellement, c'est pas une attention qui est malveillante, c'est juste qu'ils essaient de mieux cibler les consommateurs pour ceux qui payent pour faire de la pub sur les réseaux sociaux. Mais vous devenez un peu une marchandise à ce niveau-là. Donc, c'est le prix à payer pour utiliser les réseaux sociaux. Ça entraîne aussi une érosion de la vie privée. Donc, ça, c'est la conséquence malheureuse. Là. Donc, vous avez une perte de contrôle de vos informations personnelles, soit consciemment ou inconsciemment, ou par d'activités qui sont malveillantes aussi, parce qu'on va le voir tout à l'heure. Une réduction de l'anonymat, puis aussi l'obtention d'un droit à l'oubli qui devient difficile à obtenir. Donc, comme les jeunes aujourd'hui qui utilisent les réseaux sociaux puis qui montrent des choses qui sont pour des jeunes très drôles, mais lorsqu'on est maintenant, quand on devient un adulte, on cherche un emploi, puis notre employeur regarde votre profil, ce que vous avez fait sur Facebook, puis il découvre des choses qui sont peut-être pas pertinentes à l'emploi que vous allez occuper. À ce moment-là, c'est un problème. Donc, le droit à l'oubli permettrait d'effacer ces traces-là.
Au niveau de la société, évidemment, il y a des enjeux au niveau de la fracture numérique, ce qu'on appelle la littératie numérique. Ce qui fait que ça crée comme deux groupes d'individus dans la société. Il y a ceux qui sont connectés, puis il y a ceux qui ne le sont pas. Donc, il y a des choses qui se passent, l'interaction sociale au niveau politique qui se passe beaucoup avec les réseaux sociaux, mais il y a une partie de la population qui n'a pas accès parce qu'eux, pour différentes raisons, n'ont pas accès à la technologie, soit pour des causes économiques ou des causes éducationnelles, etc., etc. Il y a aussi des différences générationnelles. Donc, ici, j'ai énuméré les différents types de générations, là, au point de vue sociologique, qu'on distingue. Là. Génération Z, Y, X, les baby boomers et ce qu'ils appellent les builders, les constructeurs, donc ceux qui sont nés avant ou durant la Deuxième Guerre. Donc, évidemment, entre ces différents groupes-là, il y a différents degrés de compétences numériques. Donc, habituellement, quelqu'un qui est d'une génération plus ancienne est probablement, quoiqu'il y ait des exceptions, moins connecté que quelqu'un de la génération Y. Donc, ça crée des différences à ce moment-là. Il y a comme deux vies qui se déroulent. La vie dans les réseaux sociaux, puis la vie qu'on pourrait qualifier à l'époque qui était normale. Au niveau des organisations, donc autant politiques que commerciales, etc., ça amène aussi des enjeux. Donc, comme au point de vue commercial, c'est comment joindre le consommateur, parce que là, maintenant, le moyen pour le joindre, du moins c'est ce que certains tentent de nous faire croire, ça passe par les réseaux sociaux. Donc, ça amène toute une autre dynamique pour essayer d'interagir avec les réseaux sociaux. Au niveau de la maturité numérique aussi, au niveau des organisations, donc parce qu'évidemment, une partie de la vie sociale se passe là-dessus, donc il faut être capable de la comprendre, puis d'y s'y intégrer de façon fluide et intelligente. La compétitivité, le volume des données qu'il faut traiter, etc. Donc, tout ça interagit ensemble. Là. On a parlé de la vie privée, il faut se poser la question, qu'est-ce que la vie privée? Bon, ça, c'est une définition qui vient du Barreau du Québec, qui vient d'un exemplaire d'une revue qu'ils ont publiée dans les années 2000. Donc, la vie privée, c'est tout ce qu'une personne veut garder secret en s'aménageant une zone à l'abri de l'ingérence d'autrui. C'est la volonté de l'individu à vouloir se protéger. Donc, c'est la volonté. Donc, c'est quelque chose qui vient de soi, la volition. Et le pouvoir d'interdire à des tiers d'avoir accès à sa vie personnelle afin d'en préserver l'anonymat, le droit de l'individu de passer inaperçu. Retenez ceci. Maintenant, selon Vinton Cerf, qui est un des co-inventeurs de l'Internet, il a mentionné j'ai pas l'année, mais ça fait pas très longtemps, c'est en 2013, il a mentionné la phrase suivante. La vie privée pourrait, en réalité, être une anomalie. Donc, ça fait réfléchir à Google, inutile de vous dire jusqu'à quel point ils sont répandus au niveau de la technologie. Donc, pour eux, dans les hautes sphères, ça serait peut-être une anomalie, la vie privée. C'est une marchandise comme une autre. La photo que vous avez là, c'est un tweet fait par Harald Balkan. C'est la photo de Eric Schmidt, qui est le président exécutif de Google. Il a mentionné Google is a leader in data privacy. Donc, comme une antinomie à ce niveau-là. Donc, je vous laisse réfléchir là-dessus. Écosystème des réseaux sociaux. Donc, comment est constitué comment interagissent ces différents composants qui est un réseau social. Donc, ça devrait fonctionner. Donc, évidemment, vous avez l'utilisateur qui est l'individu. Vous avez aussi un groupe, ça peut être une organisation qui utilise des moyens technologiques pour se connecter à l'Internet. Donc, ça peut être un ordinateur ordinaire, un portable, ça peut être une tablette, un téléphone intelligent, etc. Donc, ils se connectent sur l'Internet. Et vous avez aussi tous les autres qui font la même chose que cet individu-là, qui se connectent aussi sur l'Internet. Puis, à travers le fournisseur de services de réseau social, ces gens-là interagissent entre eux. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail de l'interaction parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la sécurité et les risques. Donc, ça utilise des technologies qu'on connaît déjà. Donc, c'est l'Internet, c'est du logiciel, c'est les protocoles TCP/IP, c'est des serveurs qui sont soit seuls ou qui interagissent avec d'autres systèmes. Donc, par exemple, Facebook, il y a beaucoup d'applications tierces qui sont introduites dans Facebook. Twitter, il y a des liens qui se font avec d'autres serveurs, d'autres services, etc. Donc, tout ça
est fortement interconnecté, soit de façon directe ou de façon indirecte. Et tout ça, évidemment, ça nous expose à différents risques. Donc, ce que vous avez là, c'est un énoncé de risques qu'on connaît tous, de menaces plutôt, parce qu'on n'est pas encore rendu au risque. On parle de menaces et vecteurs d'attaque de ces menaces-là. C'est des choses qu'on connaît déjà, sauf que les réseaux sociaux font comme magnifier ces menaces-là. Donc, ce qu'on retrouve du côté des individus et des organisations qui se connectent, bon, c'est des menaces et vecteurs d'attaque, intoxication des informations. Donc, ça, c'est au niveau de l'information en tant que telle, manipulation et leurre, l'hameçonnage et le phishing, l'ingénierie sociale, harcèlement et menaces, le trolling. Il y a les menaces qui sont de nature plus technique, les logiciels malveillants, virus, rootkit, injection de code, XSS, buffer overflow. Il y a l'écoute, interception et surveillance au niveau du réseau. Il y a les menaces qui se trouvent au niveau des serveurs et tout ça. Donc, tout ce qu'on connaît au niveau de l'informatique en tant que tel, bon, on les retrouve évidemment au niveau des réseaux sociaux. Les prochaines diapositives, ça va vous placer comment ces menaces-là peuvent interagir. Pour ce faire, je vais utiliser ce qu'on appelle un modèle du risque. Donc, ce qu'on a là, c'est le modèle générique. Donc, c'est des choses que je vous apprends rien parce que vous êtes dans le domaine, donc vous savez ce que c'est. Donc, on a les agents, donc c'est des organisations ou des individus qui ont une motivation à perpétrer une attaque. Donc, pour ce faire, ils utilisent une menace et vers une cible. Donc, ça peut être un individu, une organisation. Donc, l'individu ou l'organisation, pour se protéger, bien, il utilise des mesures de contrôle pour pouvoir réduire des vulnérabilités. Donc, les vulnérabilités peuvent être nombreuses, on va le voir tout à l'heure. Tout ça mis ensemble, bien, ça peut créer un risque, si jamais la menace réussit à se réaliser, etc., puis ça a un impact. Donc, pour le réseau social, les réseaux sociaux, les risques envers les individus et organisations avec des agents malveillants pour des menaces de type technologique. Et lorsqu'on parle d'agents malveillants, vous allez voir, dans l'actualité, on les retrouve présentement, on en parle, les groupes islamistes, les djihadistes. Anonymous est un exemple de groupes de pression, etc. Donc, on a les pirates, les criminels, les terroristes, les cybervandales, les cyberactivistes, les extrémistes politiques ou religieux, les groupes de pression, les gouvernements étrangers et hostiles, Corée du Nord, par exemple, la Chine, l'espionnage, les opérations militaires. De plus en plus, l'Internet devient un espace d'activité militaire, des groupes criminels ou terroristes ou même religieux. Donc, vous savez de quoi je veux parler. Bon, ce genre d'individus-là, qui sont très sympathiques, utilisent des menaces pour attaquer les individus. Donc, logiciels malveillants, les interfaces vulnérables, l'écoute, l'interception, hameçonnage, phishing, les fameux APT. Donc, envers des individus et des organisations. Et ces moyens-là peuvent emprunter les réseaux sociaux pour se réaliser. Donc, ce qu'on a à notre défense, ben, c'est les moyens qu'on connaît, donc antivirus, anti-logiciel espion, anti-hameçonnage, chiffrement, l'authentification forte, l'isolation et cloisonnement, correctifs de sécurité. Et évidemment, c'est pour nous protéger des vulnérabilités, donc les vulnérabilités au niveau des API, la complexité technologique, les vulnérabilités logicielles, vulnérabilité d'un tiers, vulnérabilité du BIOD, téléphone mobile, etc. Et si la menace réussit, ça va être quoi les risques envers l'individu ou l'organisation? Donc, au niveau technique, il y a la prise de contrôle d'un poste ou d'une interface, infection virale. Ça peut être aussi fuite d'informations, perte de propriété intellectuelle, usurpation d'identité corporative ou individuelle et atteinte à la vie privée au niveau des individus. J'en ai d'autres aussi comme ça, donc c'est juste pour vous préparer pour la suite. Maintenant, les risques envers un individu et organisation au niveau des agents malveillants, mais avec des menaces de type ressources humaines ou sociales, si on veut. Donc, ce n'est pas forcément des moyens technologiques, mais avec les moyens, les réseaux sociaux, comment on peut faire pour pouvoir induire ce type de menaces. Donc, c'est essentiellement les mêmes individus, sauf que les moyens qu'ils utilisent comme menaces, c'est intoxication, désinformation, manipulation et leurre, avec hameçonnage et phishing, ingénierie sociale, harcèlement, trolling, donc qui est une forme de provocation, si on veut. Là. Les moyens qu'on a pour se protéger, c'est la sensibilisation, la formation, antivirus, le logiciel espion, anti-hameçonnage, contrôle d'accès Internet, le DLP, Data Loss Protection, l'isolation et le cloisonnement,
Les vulnérabilités qu'on a à ce niveau-là, c'est quoi? C'est la naïveté, l'ignorance, le laxisme, contrôle d'accès déficient. J'espère que vous ne vous reconnaissez pas là-dedans. Et les conséquences, ben, ça peut être la prise de contrôle d'un poste d'une infrastructure par un leurre quelconque, atteinte à la réputation, vol d'identité, fuite d'informations, perte de productivité, atteinte à la paix sociale ou la fraude. Plus loin dans la présentation, je vais vous montrer des cas réels, des cas documentés, qui ont été attaqués par ces moyens-là. Maintenant, des risques envers un individu ou organisation avec des agents internes ou externes. Donc, on ne parle pas de groupes organisés et tout ça, là. On parle d'organisations employés ou fournisseurs négligents ou ignorants, un employé hostile ou individu hostile qui emploie des moyens comme manipulation et leurre, abus de droit d'accès permissif, utilisation imprudente, ingénierie sociale, harcèlement ou trolling. Donc, encore là, les moyens ressemblent beaucoup à ce qu'on a vu tout à l'heure, là, et les vulnérabilités sont pratiquement les mêmes. Et les risques, c'est à peu près du même ordre. Il y en a quelques-uns qui s'ajoutent. Donc, non-conformité légale, contournement hiérarchique. Donc, en bon français, bypasser la chaîne de commandement, la fraude, etc. Pour terminer, risque envers un individu et non pas une organisation. Donc, ça peut très bien être une personne vulnérable, un adolescent et tout ça. Agent criminel, menace de type RH, ressources humaines. Donc, cyberprédateur, pédophile, harceleur, provocateur, troll, comportement criminel. Donc, encore là, les moyens, c'est les mêmes qu'on a vu tout à l'heure. Intoxication des informations, manipulation, leurre, menace, harcèlement, trolling. Les moyens qu'on a pour se protéger, encore là, c'est la sensibilisation, la surveillance, le contrôle d'accès Internet, le droit à l'oubli, si jamais il y a un événement malheureux qui se passe, et les vulnérabilités, dans ce cas-ci, c'est personnes vulnérables, naïveté, ignorance et laxisme. Les conséquences d'une attaque réussie, c'est atteinte à la réputation, vol d'identité, viol de la vie privée, crime contre la personne, parce que c'est des activités pour la plupart du temps criminelles. Cet acétate présente les niveaux de risque des réseaux sociaux basés sur 2 études qui ont été réalisées. Et ça, c'est pour les organisations. C'est des études qui ont été réalisées par McKinsey & Company et Altimeter. J'ai les liens plus loin dans la présentation. Donc, c'est du plus important vers le moins, là. Donc, pour une organisation, bon, c'est le principal risque associé aux réseaux sociaux, c'est atteinte à la réputation de la marque. Le deuxième, c'est fuite d'informations corporatives. La troisième, perte de la propriété intellectuelle. État de non-conformité légale normative pour la quatrième. La cinquième, contournement hiérarchique. Donc, vraiment contourner la chaîne de commandement dans une organisation. Fuite d'informations personnelles, employés, individus. Perte de productivité. J'ai un bel exemple tout à l'heure de qu'est-ce que c'est. Perte de disponibilité de l'infrastructure suite à une attaque. Vecteur pour des logiciels malveillants. Vecteur d'attaque d'ingénierie sociale. Attaque sur l'infrastructure et atteinte à la réputation des employés. C'est tiré textuellement de l'étude qui a été faite par les 2 organisations que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc, ce que je vous ai présenté tantôt, le modèle de risque, donc une combinaison d'agents, de menaces vers une cible, et si l'attaque réussit, c'est une des conséquences qu'on peut retrouver. Donc, ce que ça nous montre, c'est que présentement, ce qui préoccupe le plus les organisations, c'est l'atteinte à la réputation de la marque. Donc, par exemple, une entreprise qui se fait, entre guillemets, hijacker ou pirater son compte Twitter et quelqu'un se met à émettre de fausses informations, bon, c'est une atteinte à la réputation de la marque. Maintenant, je vais vous présenter quelques cas d'événements concernant les réseaux sociaux. Certains sont drôles, d'autres sont moins. Ça, ce n'est pas un risque, c'est plus un élément informatif. Évidemment, les réseaux sociaux intéressent beaucoup de gens, notamment les gouvernements. Le Canada n'est pas en reste. En 2013, le gouvernement canadien, le gouvernement d'Ottawa, a émis un appel d'offres. C'était pas un appel d'offres, c'était un RFI, c'était une demande d'information pour trouver un fournisseur lui permettant de surveiller en permanence les médias sociaux sur une base quotidienne en temps quasi réel et offrir des données et des capacités de signalement en ligne. Donc, c'est pas spécifique au Canada, tous les gouvernements font ça et toutes les organisations font ça, les grosses organisations. La photo qu'on a ici, là, ils appellent ça un social media war room, là. C'est la plupart des grosses corporations ont quelque chose qui ressemble à ça. Soit qu'ils la donnent en impartition ou ça l'ont créé eux autres mêmes.
C'est un endroit qui est connecté en permanence. Il y a plusieurs individus qui travaillent là-dedans. Il y a des robots aussi qui surfent sur le net. Et ça donne en temps réel, qu'est-ce qui se dit au sujet de l'organisation dans Internet. J'ai vu la multinationale Nestlé, par exemple, c'est un bel exemple. Ils sont une salle incroyable, là, ils ont une quinzaine d'écrans, ils surveillent tous les réseaux sociaux, puis dès qu'il y a quelque chose qui apparaît, qui mentionne le nom de Nestlé, ça apparaît sur l'écran, puis ils évaluent est-ce que c'est quelque chose de positif ou négatif, est-ce qu'on doit intervenir, soit de façon visible ou invisible, comme la main de Dieu. Les réseaux sociaux, là, on commence à approcher plus ou moins les risques. Là. Ça peut servir à la collecte d'informations. Suite aux événements qui sont arrivés à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Ottawa, l'attaque contre les militaires canadiens, il y a une directive qui a été émise par l'armée canadienne à ses membres de retirer toute mention d'appartenance à l'armée canadienne sur leur profil Facebook, même les photos où ils apparaissent en uniforme militaire, parce qu'il a été jugé que ça pouvait être une source d'information pour des attentats potentiels à ce moment-là. Un exemple d'attaque ici de hameçonnage ou phishing avec les réseaux sociaux. Donc, c'est un message qui est envoyé par WhatsApp, qui est une application de messagerie, comme je vous ai mentionné tantôt. Donc, par courriel, vous recevez une notification, une supposée notification que vous avez reçu un message par WhatsApp. Donc, vous cliquez sur le bouton Play, puis ça vous amène vers un site. Dans ce cas-ci, ce n'est pas quelque chose qui est dangereux, qui est malveillant. C'est juste vers une page qui vous pointe vers un supposé médicament typiquement masculin, mais ça pourrait très bien vers une page qui vous amène vers un logiciel malveillant qui infecte votre poste et qui, à ce moment-là, vous commencez à avoir des problèmes. Donc, le réseau social devient un vecteur pour une attaque virale dans ce cas-là. Ici, c'est quelque chose qui est bénin, donc c'est essentiellement pour du Viagra. Y a-t-il d'autres choses là-dessus? Non, je pense que non. Mais c'est un exemple qui est bénin, mais ça peut être beaucoup plus grave. Ici, c'est un cas d'intoxication et de manipulation de l'opinion. C'est un article qui est paru récemment dans le journal du Net qui parle d'une firme d'intelligence qui s'appelle Istrat, qui est une firme française. C'est une firme d'individus qui manipulent l'opinion publique à travers les médias, notamment les médias sociaux. Donc, ils ont été piqués récemment au niveau de l'OPA qui a eu lieu sur le Club Med. Donc, ils ont été découverts. Il y avait une centaine d'identités qui ont créé, évidemment, d'individus qui n'existent pas, puis ont tenté d'influencer l'OPA. L'autre article que vous avez juste à droite, c'est l'art de s'acheter une popularité sur Internet. Je vais en parler un petit peu plus loin. Il y a des firmes spécialisées qui vendent des services pour habituellement des compagnies de communication pour créer un achalandage sur un profil quelconque. Donc, c'est quelque chose qui est totalement artificiel, mais ça donne une apparence d'eux. Vous allez voir des exemples tout à l'heure. Les réseaux sociaux, c'est éphémère. C'est qu'il y a des études qui ont été faites pour évaluer la durée de vie de ce qu'on pourrait appeler un événement sur un réseau social. Comme une photo sur Instagram, ça a une durée de vie moyenne de 21 heures. Donc, elle présente un intérêt, elle a une activité pendant 21 heures à peu près. Donc, après 21 heures, elle fait comme tomber dans l'oubli. Elle reste toujours accessible, mais elle n'intéresse plus personne. Elle reste comme dans les archives, si on veut, d'Instagram. Un tweet, ça a une durée moyenne de 4 heures. Donc, pendant 4 heures de temps, le tweet, il est lu, il est retweeté, il est redistribué à d'autres personnes et tout ça, mais après 4 heures, la plupart du temps, il disparaît. Donc, l'action est éphémère au niveau de Twitter. Au niveau de Facebook, un post dans Facebook, une entrée dans le journal Facebook, on parle de 14 heures à peu près. Ce qui a été évalué par l'étude en question. Donc, il y en a qui durent plus longtemps, il y en a qui durent moins. Mais ça veut dire que les actions sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est éphémère. Twitter, parce que je donne beaucoup d'exemples sur Twitter, juste vous donner une idée à quoi ça ressemble, Twitter. C'était fondé en 2006. La particularité de Twitter, c'est que ça émet des courts textes. C'est une limite de 140 caractères. Donc, on ne peut pas dépasser 140 caractères. On peut mettre des hyperliens dans un tweet. Il y a 100 millions d'utilisateurs actifs par jour dans Twitter, puis ça va toujours en progression. Il y aurait sur Terre, à chaque jour, 600 millions de tweets qui sont produits. Il y a 1 milliard d'utilisateurs inscrits, et là-dessus, il y en aurait 300
300 millions d'actifs. Il y a 44% des comptes qui n'ont jamais envoyé un tweet, donc qui ont été créés, mais qui n'ont eu aucune activité d'émission. Donc, les gens lisent, mais ils n'émettent rien, ou ils ont été créés, mais c'est des robots qui les ont créés, puis il n'y a aucune activité dessus. Il y a 391 millions de comptes Twitter qui n'ont aucun follower. Donc, il n'y a personne qui s'intéresse à eux, il n'y a personne qui les suive. Et là-dessus, on estime qu'il y a à peu près 20 millions qui seraient des comptes qui seraient des faux, mais c'est probablement beaucoup plus parce que c'est une estimation, c'est pas toujours facile à évaluer. Tout à l'heure, j'ai mentionné qu'on peut s'acheter une popularité, donc Twitter est un bel exemple là-dessus. C'est qu'il existe sur Internet des logiciels qui vous permettent de créer des comptes. Ça vous permet de vous créer des followers, ce qu'on appelle. Ou aussi, vous pouvez n'acheter des followers. Donc, ça coûte quelques dollars. Donc, vous avez ici un exemple de combien de followers vous pouvez faire. À quoi ça sert, ce genre de choses-là? C'est que vous pouvez très bien avoir un exemple non réel, fictif, qui sort de mon imagination complète et totale, un homme politique qui décide de devenir présent sur Twitter. Et évidemment, pour que ça devienne intéressant pour la population, il faut faire croire qu'il est suivi par plusieurs personnes. Donc, l'équipe de communication de cet homme politique-là va dire, on va te créer un achalandage. On va acheter 10 000 comptes Twitter qui vont devenir tes followers. Donc, quand quelqu'un va arriver sur le compte de cet individu-là, il va dire, il y a 10 000 personnes qui le suivent, donc je vais le suivre moi aussi, et ça va créer un achalandage de genre. Évidemment, tout ça n'est qu'artificiel. Ce n'est que du vent, mais c'est ce qui se produit dans le marché au moment où on se parle. Twitter, Instagram, même Facebook, c'est le même marché, c'est la même mécanique qui existe. Mais c'est possible de vérifier si un compte et ses followers sont vrais, etc. Ici, j'ai 3 exemples. J'ai moi, je suis en autopromotion. Au moment où l'exercice a été fait, j'avais 711 followers, personnes qui me suivaient, qui étaient évaluées comme étant réelles. Donc, il y a une marge d'erreur. Là-dessus, j'en avais 54 qui étaient des fakes, qui étaient des faux. Donc, c'était des robots qui me suivaient, des choses de ce genre-là. Donc, moi, mon audit Twitter, il est quand même assez bon, qui est à 93%. François Bourque, on va le retrouver plus loin, qui est un journaliste à Québec, du Journal Le Soleil. Lui, il est à 80%. Donc, sur ses 2321 suiveurs, il y en a 777 qui seraient des faux. Alors, évidemment, on ne peut pas toujours contrôler les faux, mais son audit indique 80. Et il y a Vida Tug Life, qui est un compte Twitter, qui me suit d'ailleurs. Et lui, c'est carrément un robot là, totalement faux. Là. Il y a un audit de 23%. Donc, il y a 4429 comptes réels qui le suivent, mais il y en aurait 14 472 qui seraient carrément des faux. Ce qui arrive, c'est que la création de ces faux comptes-là, les gens créent, les individus, les groupes qui créent ça, font comme créer un écosystème. C'est que les faux comptes se mettent à suivre les faux comptes, puis là, ça crée un achalandage. Puis il y a une raison à ça, c'est que plus un compte a de followers, plus il peut en suivre. Twitter a un algorithme là-dessus. Donc, il y a des univers d'individus faux qui existent pour pouvoir grossir le plus possible. Perte de productivité, c'est parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui s'imaginent, on va embarquer dans les réseaux sociaux, on va être suivi, on va faire un hit, ça va être, tout le monde va en parler. Ici, on a un exemple d'une firme qui s'appelle Président, qui produit du camembert. C'est une assez grosse fromagerie qui semble être assez connue, là. Ils se sont dit, on va embarquer dans Twitter, puis on va faire le tweet des tweets là, qui va marquer l'univers. Donc, il y a une agence de publicité qui a travaillé 2 mois pour écrire le premier tweet de 140 caractères, puis ça n'a eu absolument aucun impact. Là. Mais puis ce genre de cas-là est fréquent. Là. Il y a aussi des ministères, organismes que je ne nommerai pas, qui ont des équipes de communication là, qui ça cogite à cœur de journée. Le tweet est approuvé par une chaîne de 10 approbateurs, puis ils les mettent sur Twitter, puis ça n'a absolument aucun impact. Là. D'ailleurs, le tweet est très plate à lire. Là. Compte Twitter, vérifié, audité. Ici, j'ai un exemple de Denis Coderre. Denis Coderre est au Québec probablement un des exemples d'hommes politiques le plus actifs sur Twitter. Il émet ses opinions sur tout et sur rien. Un monsieur
Coder est un compte Twitter vérifié, donc il y a la petite flèche dessus. Ça veut dire que Twitter certifie que le propriétaire du compte est bien réel, c'est bien lui. Donc la plupart des personnalités qui sont sur Twitter ont des comptes vérifiés. Le mien ne l'est pas, malheureusement. Monsieur Coder, lui, il a 166 000 followers. Donc, il y a 166 000 comptes qui le suivent. Malheureusement, un audit sur son compte, un audit qui a été fait il y a 1 an, donc il ne passe pas la rampe parce qu'il y a un audit de 32 %. Donc, il y a 112 000 que ce serait des faux followers qui sont dessus. Donc, pourquoi que ça en est arrivé là? Bon, il y a plusieurs de ces faux followers-là, c'est des robots qui se sont accrochés à son compte, si on veut. Mais je soupçonne beaucoup qu'il y a eu une agence de communication quelque part qui a dit on va t'aider, mon Denis. Cependant, malgré tout, il faut avouer que l'utilisation que Denis Coderre fait de Twitter est intéressante parce qu'il permet de communiquer, puis il y a des interactions qui se créent là-dessus. Donc, c'est pas ce que j'ai mentionné à propos de l'audit de son compte, si on le referait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce que vous voyez, le 32 %, ça a été fait il y a 1 an. Il a fallu que je paye un 5 $ pour leur faire faire aujourd'hui, puis je n'avais pas envie de dépenser de l'argent pour ça. Mais c'est quand même bénéfique pour la vie politique, là, le fait qu'il soit présent là-dessus. Donc, je veux pas dire que c'est mauvais, là, ce qu'il fait au contraire. Là, on ne parlera pas de M. Labaume, qui est totalement absent de Twitter. Il y a un compte qui existe, mais il est totalement anémique. Je vais arrêter là-dessus mon commentaire. Je vais dire Viga Toglife, qui était tout à l'heure, qu'on a vu son audit sur Twitter. Si on regarde à quoi qu'elle ressemble, cette personne-là, parce qu'elle est apparue comme ça subitement sans que j'ai rien fait pour qu'elle me suive. Je ne crois pas que j'ai d'activité qui puisse intéresser cette personne-là, qui a une photo intéressante qui a été copiée sur le net. Donc, cette madame Viga Toglife, c'est sûrement pas son vrai nom, elle a émis 632 tweets. Et elle a 18 000,4. Elle suit 18 000 comptes. D'ailleurs, elle doit faire ça à cœur de journée. Et elle est suivie par 19 000 personnes. Et il y a eu 5 favoris là-dessus. Essentiellement, c'est un robot qui a créé ce compte-là, puis qui s'est mis à suivre un paquet d'autres comptes, notamment ceux qui ont été créés par le robot précédemment. Donc, il y a toute une escalade qui a été faite, ce qui explique son bas score là, qui est là-dessus. Ces comptes-là, ils apparaissent à tout bout de champ dans Twitter. Il y en a une panoplie. À un moment donné, Twitter les efface. Donc, il y a un paquet de faux qui existent là-dedans. Twitter, Instagram, Facebook, etc. C'est toutes des choses qui existent là-dessus. Et ça amène toutes sortes de curieuses situations. Donc, ici, j'ai un exemple d'intoxication informationnelle avec Twitter. Il y a un article qui a été émis en octobre 2014 par M. François Bourque. Ça concerne un événement qui a eu lieu là, à Québec, là, concernant le casting qui était fait pour une pub du RTC, puis c'est des comédiens de Montréal, donc tout ça, puis il a écrit un article qui était assez intéressant sur le sujet. Et évidemment, il a tweeté cette information-là sur son fil Twitter. Nonobstant le fait que c'était intéressant, le tweet qu'il a fait, curieusement, ce tweet-là a été retweeté, il a été redistribué par d'autres comptes 2900 fois. Il n'y a absolument rien qui justifie ce nombre-là à ce moment. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, pour une raison que je ne connais pas, ça a été ramassé par un robot, et le robot, à travers de faux comptes, s'est mis à retransmettre ce tweet-là. Et puis il y a eu des favoris aussi qui étaient mis là-dessus. Malheureusement, ce qui arrive, c'est que le lendemain, M. Bourque a réécrit un message, puis ce qu'on a dans la bulle, il a repris cet événement-là comme si c'était du réel. Donc, il a mentionné, en 3 jours, mon message a été relayé 2000 fois, jusqu'à 600 abonnés l'ont pointé dans leurs favoris. Le sujet tenait une corde sensible. Mais en réalité, c'est un faux événement. Donc, il s'est vanté, malheureusement, d'une chose qui n'était pas réelle. Et si on regarde les comptes qui ont retweeté cette information-là, la plupart du temps, c'est des faux comptes. Dans ce cas-ci, des faux comptes francophones qui est Jalbert et Elodie. Jalbert et Elodie, si on regarde son activité sur Twitter, c'est absolument n'importe quoi. Donc, c'est un des problèmes des réseaux sociaux, c'est de déterminer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup d'intoxication, il y a beaucoup de fausses informations à ce moment-là.
Maintenant, on tombe dans les deux dernières acétates, c'est comment qu'on fait pour se protéger en tant qu'organisation. Donc, il y a les moyens qu'on pourrait qualifier de ressources humaines, là. Donc, il faut avoir une politique d'utilisation des réseaux sociaux claire et simple. Il ne faut pas que ça soit compliqué. Il faut faire une sensibilisation des employés. Ensuite de ça, il faut se poser la question, si jamais eux, ils doivent utiliser les réseaux sociaux, est-ce que tous les employés, c'est nécessaire qu'ils aient accès aux réseaux sociaux? Est-ce que ça doit être seulement un certain groupe d'individus, etc. Ensuite, avec les moyens plus techno, si on veut, là, il faut bien connaître notre exposition au risque vis-à-vis des réseaux sociaux. Donc, les modèles que je vous ai présentés tout à l'heure peuvent vous aider. Donc, puis vous faites auditer votre système de gestion de la sécurité, voir s'il est prêt à accepter ce genre d'activité-là. Il faut faire une veille constante et employer des outils adéquats. Donc, si votre organisation elle est sensible à ça, si elle peut être impactée par les activités sur les réseaux sociaux, bien, peut-être que vous devriez avoir un groupe de surveillance ou donner à une entreprise spécialisée la mission de surveiller qu'est-ce qu'il dit. C'est une veille d'information qui doit être faite à ce niveau-là. Il faut consulter des experts reconnus lors d'activités qui concernent les réseaux sociaux. Donc, il y en a plusieurs experts au Québec qui sont reconnus. Il y en a plusieurs qui ne sont pas des experts, donc il faut faire bien attention avec qui on fait affaire à ce niveau-là. Assurez-vous qu'il y a une séparation qui existe entre la sphère privée et l'activité professionnelle et organisationnelle. Ça, c'est probablement une des choses qui sont peut-être la plus difficile à mettre en œuvre. C'est qu'il ne faut pas que ce soit n'importe qui se mette à dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, et surtout que cet individu-là se mette à confondre activité privée et activité organisationnelle. Il y a des cas qui existent. Il y a un cas d'ailleurs que je connais assez bien d'un individu sur sa page Facebook, et c'était écrit qu'il travaillait à tel endroit. Il s'est mis à faire une activité qui était plutôt particulière, mais ça apparaissait dans son profil qu'il travaillait à tel endroit. Donc, on fait le lien entre son employeur et l'activité plutôt particulière qu'il a fait. Donc, ça peut amener des fois des confusions et des fausses impressions. Assurez-vous que vos logiciels soient parfaitement à jour, navigateur, système d'exploitation et antivirus, parce qu'évidemment, on utilise Internet pour utiliser les réseaux sociaux. Donc, navigateur Internet, Internet Explorer, c'est une passoire, donc c'est très facile de passer toutes sortes de choses à travers ce moyen-là. Lorsque possible, chiffrez les échanges, sécurisez vos équipements, puis notamment les équipements mobiles. Implantez une authentification forte. La plupart des réseaux sociaux permettent une authentification forte. Donc, c'est un meilleur moyen d'éviter de se le faire pirater ou hijacker, comme on dit souvent. Assurez-vous d'avoir plus qu'un compte de courriel pour reprendre le contrôle d'un compte de réseau social. Ça peut sembler simpliste, mais c'est très important parce que le courriel électronique reste le moyen d'interaction avec le fournisseur de services de réseau social. Si jamais un compte devient inactif, c'est toujours bon d'en avoir un deuxième, un compte de courriel, je veux dire, d'en avoir un deuxième pour être capable de reprendre le contrôle. Puis ça, c'est valide aussi pour les individus. Ce qui permet d'introduire la dernière acétate, comment se protéger pour les individus. On parle surtout aux jeunes utilisateurs, peut-être les plus vieux, mais les plus jeunes sont beaucoup moins sensibles au risque. Il y a comme une tolérance plus grande, mais les conséquences peuvent être assez graves. Donc, le succès passe par l'éducation et le dialogue. Il y a toujours les moyens de surveiller par différents mécanismes, mais j'y crois pas vraiment à ça, parce que c'est tellement facile à contourner ces choses-là. C'est beaucoup plus facile de leur expliquer, d'essayer de savoir qu'est-ce qu'ils font, puis de leur, sans tomber dans la paranoïa, là, de leur expliquer qu'il peut y avoir des conséquences à ce genre de choses-là. On a vu souvent quelques cas dans les journaux, notamment avec Snapchat, des individus mineurs, qui ont des échanges de photos très personnels. On tombe dans le domaine de la pédopornographie dans ce cas-là. Ils ne le savent pas, ils ne comprennent pas ça, ce genre de choses-là. Que quelqu'un se met à relier une photo qu'il a capturée sur son écran à d'autres individus. Donc, il faut leur expliquer que ce genre de choses-là est grave. Limitez au nécessaire les informations que vous publiez, donc on n'est pas obligé de tout dire sur les réseaux sociaux. Acceptez les invitations d'amitié de contact uniquement de personnes que vous connaissez, que vous pouvez vérifier ou que vous pouvez faire confiance. Je sais que j'ai un exemple à la maison, là, que j'ai un ado, là, il y en a beaucoup d'amis qu'il ne connaît pas, surtout des filles, curieusement. Mais c'est des gens qui viennent de partout à travers le monde, puis là-dessus, je suis convaincu que le 3/4, c'est des faux comptes, soit des individus avec des intentions malveillantes ou carrément des robots.
ce genre de choses. Faites un Google sur vous-même. Ça, je pense que c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner, là. Qu'est-ce qu'on dit de vous dans l'Internet, notamment les réseaux sociaux? Utilisez le gros bon sens lorsque vous recevez des messages d'une personne que vous ne connaissez pas, donc on ne clique pas sur n'importe quoi. N'ouvrez les liens, documents, photos, vidéos provenant de sources. N'ouvrez pas les liens provenant de sources douteuses. Vérifiez toujours avant de cliquer dessus. Apprenez à gérer les paramètres de confidentialité des sites. Ça, c'est une des choses qui est assez difficile, malheureusement, parce que dans le cas de Facebook, ils changent pratiquement 2 fois par année là, la manière de gérer les paramètres de confidentialité. Ça, c'est un réel problème, là. Mais il faut s'en occuper, on n'a pas le choix, là. Utiliser des mots de passe robustes et différents pour chaque compte et service. Très difficile à faire si on gère plusieurs comptes, mais c'est une sage précaution. Assurez-vous que vos logiciels sont parfaitement à jour. Ça va comme le bon sens le dicte. Lorsque possible, chiffrez les échanges et sécurisez vos équipements, notamment les équipements mobiles, et ayez toujours plus qu'un compte de courriel pour reprendre le contrôle d'un compte de réseau social. C'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Je termine là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions?